Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its mission, to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de la rétrospective Star Trek. Après avoir réalisé 6 films sur l'équipage de l'Enterprise du capitaine Kirk, la saga au cinéma est allée s'intéresser à cette fameuse nouvelle génération. En effet, 21 ans après la série originale, de 1987 à 1994, Roddenberry a enfin gagné son combat. Fort du succès des 6 films et du culte qui s'est créé autour de la série, il a réussi à obtenir son retour, et contrairement à la première tentative, Star Trek Next Generation, dont les événements se déroulent 100 ans après la série d'origine, sera soutenu par les réseaux de diffusion américains. Au point que d'autres déclinaisons verront le jour, sous la forme de Star Trek Deep Space Nine, prenant place dans une station orbitale contemporaine des aventures de Next Generation et diffusée de 1993 à 1999, Star Trek Voyager, suivant les aventures du vaisseau du même nom, également contemporain de Next Generation, perdu dans un recoin de la galaxie et diffusé de 1995 à 2001, et se terminera avec Star Trek Enterprise, qui se déroule un siècle avant la série originale et dépeint les débuts de l'exploration spatiale des humains et sera diffusé de 2001 à 2005. Si la carrière de Star Trek à la télévision a été couronnée de succès, il n'en sera pas de même pour son penchant cinématographique. Et pour cause. 6 films. La saga au cinéma comporte déjà 6 films. Si déjà les gens qui ne connaissaient pas la série ont pu s'y glisser depuis le temps, comment intéresser de nouvelles personnes et les faire entrer dans une saga qui comporte déjà autant d'opus, surtout à une époque où le vidéoclub était le seul moyen d'y avoir accès, et surtout au moment où on change d'équipe. Et je dois dire que pour tout ce qu'ils ont d'intéressant en termes de science-fiction, j'ai du mal à conseiller ces films à des gens qui ne seraient pas déjà fans de la saga, voire même de la série Nouvelle Génération. Car c'est bien là le problème de chacun des 4 films de la Nouvelle Génération. À aucun moment ils ne sont pensés pour intégrer une nouvelle audience. Ils considèrent que le spectateur est forcément un fan de la série et que donc il n'y a rien à présenter. Et ils ont à la fois tort et raison. Raison parce que, soyons honnêtes, qui va prendre une série de films en cours au 7e épisode? Tort parce que c'est malgré tout pas une raison pour ne faire aucun effort. Se contenter de satisfaire les assidus avec 4 méga épisodes au budget démesuré par rapport à leur version TV, c'est assez feignant et pas franchement accueillant pour ceux qui auraient quand même tenté l'expérience. Puisque mon but c'est de vous pousser à les regarder malgré tout, allons-y pour un petit passage en revue. Patrick Stewart incarne le capitaine Jean-Luc Picard, qui vous l'aurez deviné avec un prénom pareil, est français. Il incarne un capitaine beaucoup plus respectueux du règlement, droit dans ses bottes, mais également très proche de son équipage et bienveillant, prêt à contorsionner les règles pour le bien de tous, et surtout des gens sous ses ordres. Il est secondé par William Riker, interprété par Jonathan Frakes, un bon vivant optimiste qui cache un commandant émérite. Marina Sirtis incarne Deanna Troi, la psychologue de l'équipage, un poste qui n'existait pas jusque-là, et lui est facilité par ses origines à moitié bétazoïdes qui lui permettent de lire les pensées. Elle est plus ou moins officiellement la copine de Riker, malgré quelques épisodes de la série où elle a exploré la possibilité d'une relation avec le lieutenant Worf. Joué par Michael Dorn, il est le premier officier Klingon à avoir rejoint les rangs de Starfleet une fois la paix obtenue dans le 6e film de la franchise. Il y jouait d'ailleurs l'avocat de Kirk et McCoy, mais le personnage n'a aucun lien avec celui qu'il incarne ici, bien qu'il soit souvent dit que l'avocat serait l'ancêtre du lieutenant. L'officier scientifique, dont le rôle incombait à Spock, est cette fois l'apanage de Data, joué par Brent Spiner. Le personnage est certainement le plus attachant de la série, puisqu'il s'agit du seul androïde connu de l'univers. La recherche de son créateur et sa quête d'humanité seront parmi les intrigues principales de Next Generation, et si certains points sont résolus, d'autres ne le seront que dans ses longs métrages. Dans les rôles moins importants, on retrouvera l'officier médecin Beverly Crusher, joué par Gates McFadden, qu'on soupçonne toujours d'être l'intrigue amoureuse de Picard, mais qui ne saute jamais vraiment et définitivement le pas, et Geordi LaForge, joué par Lee Warburton, le chef mécanicien aveugle de naissance mais équipé d'une prothèse visuelle qui lui permet d'avoir une vision parfois supérieure à celle des humains. Ce petit récapitulatif étant fait, voyons ce que cela donne avec le film qui servira de passage de relais, le bien nommé Star Trek Generations, sorti en 1994. Le film commence sur l'inauguration d'un nouveau vaisseau par l'équipage de la première génération, le capitaine Kirk en tête. Pardon, les capitaines Kirk, puisqu'ils sont manifestement plusieurs dans ce corps désormais. Le vaisseau va tomber sur la trajectoire du Nexus, une déformation de l'espace, un événement céleste, qui met en danger 2 vaisseaux. Au cours du sauvetage, Kirk se retrouve encore une fois à jouer au Cador et à la suite d'une violente explosion, est considéré comme mort. Un petit siècle plus tard, l'équipage de l'Enterprise est contacté pour enquêter sur l'attaque d'une base spatiale abritant les recherches menées par le Dr Soran, interprété par Malcolm McDowell, excusez du peu.
ils réaliseront bien vite que le bon docteur est en fait un cinglé qui prévoit d'utiliser son invention pour détruire un soleil afin de perturber le chemin du fameux Nexus du début du film pour qu'il entre en collision avec la planète sur laquelle il se trouve. Le Nexus est en effet l'équivalent du paradis, un lieu où le temps n'existe pas, une faille dans l'espace où tous nos désirs prennent forme et notre conscience s'oublie dans un bonheur béat. Il est cependant trop risqué d'y rentrer en vaisseau, d'où le projet de le faire passer à travers une planète afin d'être protégé par l'atmosphère de celle-ci. En fin de film, Picard retrouvera Kirk qui n'était pas mort mais entré dans le Nexus et ils uniront leurs forces pour vaincre Soran. Le film est franchement bancal. Son principal problème étant qu'il s'adresse en priorité, voire même exclusivement, aux fans de la série. Prenons par exemple la scène de l'holodeck. Cette chambre holographique aux règles assez floues servira souvent aux auteurs de la série pour s'échapper de la science-fiction et créer des épisodes au style radicalement différent, comme lorsque Picard souhaite jouer un de ses détectives privés favoris pour copier les films noirs, mais aussi pour tout un tas de fantaisies diverses et variées. C'est donc en partie une des pires inventions de la série, car celle-ci, bien plus que la première génération, accorde énormément d'importance à la vie quotidienne de l'équipage. Certains épisodes sont entièrement dédiés à leur passe-temps et récréation, et deviennent souvent assez ridicules. Cette version en est le parfait exemple. L'équipage y célèbre donc une promotion acquise par le lieutenant Worf dans une simulation holographique du premier vaisseau Enterprise, en réorganisant le bizutage pratiqué à l'époque en de telles circonstances, qui consiste à mettre l'officier promu sur la planche pour qu'il rattrape son nouveau chapeau sans tomber. Worf réussit l'épreuve, mais, taquin, Riker fait disparaître la planche afin que Worf tombe quand même dans la mer. Data se demande alors en quoi c'est drôle, lui qui n'a aucune connaissance des émotions humaines, l'humour y compris. Mais nul besoin d'être un androïde pour se demander ce qu'il y a effectivement de drôle là-dedans. Outre la nature profondément potache, puisque militaire du gag et qui ne plaira pas à tout le monde, un spectateur qui n'a aucune connaissance de ses personnages, aucune connaissance de ce côté quotidien de la série, ne peut que se sentir extérieur à ce qui se déroule sous ses yeux. Ainsi donc, on tente d'expliquer à Data ce qui rend cette situation comique. Il reproduit donc l'expérience avec le Dr Crusher, qui prend très mal la plaisanterie. Ce qui peut surprendre, c'est que le reste de l'équipage non plus. That was not funny. Parce que c'était censé l'être avant. Le film va ainsi régulièrement se montrer plus comme un nouvel épisode que comme une œuvre cinématographique. Quelques minutes après cette scène, par exemple, Picard confiera à Diana que la nouvelle qu'il a reçue après avoir quitté la simulation n'est autre que la mort tragique de toute sa famille française dans un incendie. Tragique, oui, mais pour un spectateur qui vient de découvrir Picard, n'a aucune idée de qui sont ces gens, et surtout ne les voit jamais, difficile de se sentir investi. Même les fans d'ailleurs n'ont eu l'occasion de les voir que dans un seul épisode. Alors qu'on vient à peine de demander à ce nouveau spectateur de s'intéresser à un nouvel équipage complet, qu'on lui présente brut de décoffrage déjà bien installé dans une routine, il leur faut en plus déjà être en empathie avec ce capitaine qui n'arrive qu'après un quart d'heure de film. Je vous conseille d'être motivé pour réussir à rentrer là-dedans. Le film tourne de plus en partie autour du personnage de Gaina. Whoopi Goldberg, en pleine ascension à cette époque, avait toujours eu beaucoup d'admiration pour Nichelle Nichols, qui avait été la pierre angulaire de la libération des actrices afro-américaines avec son interprétation d'Uhura. Elle avait alors fait du forcing auprès de la production de la série pour obtenir un rôle récurrent. Ce que l'équipe avait d'abord pris pour une blague est finalement devenu réalité, et même si elle n'était présente que dans quelques épisodes, Gaina est bien devenue la barmaid extraterrestre de l'Enterprise. Dans le film, elle est importante puisqu'elle partage les mêmes origines que l'ennemi, le Dr Soran. Et là aussi, qu'est-ce qu'un spectateur qui ne connaît pas la série en a à foutre de Gaina, la barmaid? À la limite, la surprise de voir Whoopi Goldberg peut faire son effet, mais elle est plus présente en tant que clin d'œil que de vraie intrigue. Pour continuer sur les mauvais points, mesdames et messieurs, la France du 24e siècle. J'ai dit 24e, pas 4e. Dans la série, la famille de Picard vivait dans un petit village de Franche-Comté et on pouvait accepter que la ville ait voulu garder un look traditionnel et campagnard. Mais là, quand même... Enfin, le film ne se rappelle de son titre qu'à la fin, puisque Jean-Luc Picard et James T. Kirk ne se rencontrent qu'à 20 minutes de la fin du film. Certains ont été déçus que la rencontre de ces deux légendes se fasse dans une cabane en bois et qu'ils fassent la cuisine ensemble, mais je trouve ça au contraire plutôt sympathique. L'idée que leur rencontre soit celle de deux hommes et non de deux capitaines a quelque chose d'assez émouvant et plutôt bien trouvé. Malgré tout, si c'était juste pour ça, c'était pas la peine d'en faire autant. Cela dit, ce sont principalement des défauts liés à l'ouverture au grand public, ce qui en fait malgré tout un film bancal en tant que tel. Quels sont donc les meilleurs points de ce Star Trek Generations ? Le message est intéressant, à quel point la quête du bonheur personnel peut conduire un homme à la folie destructrice. La science-fiction permet d'atteindre des degrés inégalés, puisque l'on parle de détruire un soleil, détruisant ainsi tout un système solaire, uniquement dans le but de modifier la gravité de cette zone pour y attirer le Nexus. Une quête du paradis ou de la terre promise qui rappelle également les guerres de religion, mais l'ennemi étant seul, cette analogie est plus sujette à controverse. Finalement, ce que j'apprécie le plus, c'est justement un élément filé depuis la série,
Data et sa puce à émotion. Récupérée vers la fin de la série, cette puce lui a été offerte par son créateur afin de le mener vers sa mise à jour ultime, celle qui lui permettra de devenir l'égal d'un humain. Jamais utilisé jusque-là, il décide de le faire après l'échec de sa blague avec le Dr. Crusher. Data endosse certes alors un rôle de quasi-comic relief. Life forms. You tiny little life forms. Where are you? Mais le ton de The Next Generation a toujours frôlé de près avec le comique, du fait de son aspect plus quotidien. Loin du sérieux de la première génération, beaucoup plus moralisatrice, ne s'autorisant qu'une petite touche d'humour en fin d'épisode et quelques échanges salés entre Spock et McCoy. On accepte donc totalement cette orientation de Data, d'autant que l'acteur rend à merveille la situation d'un être extrêmement intelligent faisant la découverte pour la première fois des émotions humaines. Oh, yes! I hate this! It is revolting! More? Please. On pourrait formuler l'hypothèse que cet aspect gros épisode vient du metteur en scène du film. David Carson était un inconnu qui repartira aussitôt dans l'oubli, qui n'a de sa vie réalisé que des épisodes de séries et des téléfilms. Peut-être lui manque-t-il cette touche de grandeur dans la mise en scène qui donnerait un vrai côté cinématographique à l'ensemble. S'il y a quelques idées intéressantes, comme l'ouverture sur la bouteille de champagne qui va inaugurer le vaisseau, globalement sa mise en scène se résume à des chants contre chants et tout cela manque un peu d'audace. Il n'est pas forcément aidé par les compositions musicales fournies par Dennis McCarthy, lui aussi issu et officiant toujours dans les séries, les téléfilms et les longs métrages à très petite distribution, et dont les compositions seront parfaitement oubliables. Le film, intervenant comme une sorte d'hommage à la fin de la série télé, marchera plutôt bien au box-office, tout en restant cependant un des films les moins bien notés de la saga. Il n'en faudra pas moins pour mettre en chantier un 8e film, cette fois-ci uniquement avec le casting de cette nouvelle génération. Et Dieu merci! Bien que souffrant des mêmes problèmes que son prédécesseur, ce film est un pur orgasme pour le fan de science-fiction que je suis. Pourquoi? Pour ça! We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Les Borg sont les meilleurs ennemis jamais créés par la saga Star Trek. La série a toujours eu pour réputation de faire l'apologie de la technologie qui serait notre seul salut. Mais en y regardant de plus près, elle a surtout servi à améliorer notre confort et à résoudre les problèmes de surpopulation, mais elle n'a jamais pris le pas sur l'humain. Au final, il y a toujours besoin d'un Scotty ou d'un Geordi pour faire fonctionner un Enterprise. Les Borg sont l'illustration de l'excès de technologie, où les prothèses ne sont plus utilisées uniquement en cas de besoin, mais comme la base même de l'individu. Déshumanisés, les Borg fonctionnent plus comme des insectes, comme une masse, une collectivité, chaque Borg étant une ramification d'une seule conscience collective. Leur seul objectif est d'étendre leur race en assimilant celle qu'ils rencontrent. L'équipage de l'Enterprise les avait rencontrés à plusieurs reprises au cours de la série, jusqu'à ce qu'ils parviennent un jour à assimiler le capitaine Picard, qui ne s'en est jamais vraiment totalement remis. Dans ce 8e film, les Borg décident de retourner en arrière dans le temps pour coloniser la Terre avant qu'elle n'établisse le premier contact et les premiers essais de distorsion, et soient donc sans défense à l'issue de la Troisième Guerre mondiale. L'équipage de l'Enterprise va donc défendre les survivants du conflit sur Terre et les aider à réaliser leur premier vol, pendant que le vaisseau résiste à une colonisation directe des Borg. Et c'est un peu le problème. Là où la première partie du film se concentre sur les Borg et le fait magnifiquement bien, la deuxième partie, où Riker, Troy et Geordi aident Zefram Cochrane, interprété par James Cromwell, à mener à bien son vol d'essai, a un côté plus humoristique et léger. Qu'on soit d'accord, les deux parties sont aussi réussies l'une que l'autre. Mais après une petite demi-heure de film, la seule chose que provoque cette alternance, c'est la sensation que la partie sur Terre est une sorte de pause, comme une page de pub un peu chiante au milieu d'un excellent épisode de Next Generation. Les deux ont beau raconter la même histoire, l'une est totalement prenante alors que l'autre fait immédiatement chuter l'attention et l'attention. Calembour. La tension, l'attention. Je vais vous l'écrire, ce sera plus simple.